Bonjour. Cette vidéo vous présentera les notions de prévention, de procédure et de rétablissement des services suite à un code jaune. Prévoyez environ 11 minutes. Bon visionnement. Nous avons donc tous un rôle à jouer dans la prévention et la réduction du nombre de codes jaunes à l'intérieur de notre organisation. Parlons prévention à l'aide d'une mise en situation. À l'admission, l'infirmière Julie évaluera si le patient est connu pour errance, s'il accepte d'être là et s'il a un état de santé mentale dangereux pour lui-même ou pour les autres. Suite à cette évaluation, l'infirmière Julie mettra en place des mesures préventives appropriées. Cet algorithme de prévention vous présente diverses mesures préventives à mettre en place selon le niveau de risque. En rouge, vous retrouvez les patients à risque élevé, tels les patients suicidaires ou en garde. En jaune, les patients possiblement en risque, troubles cognitifs, troubles alimentaires, état de conscience altéré, délirium. Et en blanc sont les autres patients qui ne présentent pas de danger pour eux-mêmes ou pour les autres. Qui sont ces patients considérés dangereux pour eux-mêmes ou les autres? Vous retrouvez les patients avec idées suicidaires ou ceux sous garde, tous les types de garde, de même que ceux sous ordre du Tribunal administratif du Québec. Pour ces patients, comme intervention préventive, pensez à enlever les vêtements et à les mettre sous clé. Vu son jeune âge, le patient âgé de moins de 14 ans, manquant à l'appel, est considéré comme une situation à haut risque. Parlons des patients avec un état mental potentiellement dangereux pour eux-mêmes ou les autres, tels les patients avec troubles cognitifs, délirium ou état mental altéré. Pour ces patients, comme intervention préventive, mettre un bracelet jaune comme simple repère visuel. Ce repère visuel permettra d'informer tout le monde dans l'équipe de surveiller ce patient. Comme autre intervention préventive, il y a le bracelet anti-fugue, lequel est disponible sur la majorité de nos sites, excepté au Glen. Celui-ci sonnera lorsque le patient se trouvera près d'une porte de sortie. Comme autre intervention préventive, il y a bien sûr la possibilité d'augmenter la surveillance, aux 30 minutes par exemple. De plus, l'équipe de soins peut décider de débuter le formulaire code jaune, lequel permet d'apposer une description du patient, de même qu'une photo. Bien entendu, si vous mettez une photo du patient sur le formulaire, vous devez d'avoir le consentement du patient ou de la famille et de vous assurer de suivre le protocole du CUSM à cet égard. Pour ce qui est des patients avec un trouble alimentaire restrictif, veuillez vous assurer de suivre leur plan d'intervention individualisé. Pour les patients ne présentant pas de risque pour eux-mêmes ou les autres, veuillez leur demander de vous aviser lorsqu'ils quittent l'unité pour des raisons personnelles, que ce soit pour aller prendre un café ou fumer, et demandez-leur de revenir en dedans de 2 heures. D'ailleurs, voyez notre campagne d'information avec les affiches à cet effet. Le patient n'ayant pas de risque identifié peut décider de quitter l'unité pour toutes sortes de raisons. Celles-ci peuvent vous préoccuper, mais c'est son choix et son droit. Parlons maintenant de la procédure du code jaune. La procédure du code jaune comprend 3 niveaux d'intervention.
Au niveau 1, les recherches s'effectuent sur l'unité de soins. Au niveau 2, les recherches s'effectuent dans l'hôpital. Et au niveau 3, celles-ci s'effectuent à l'extérieur de l'hôpital. Regardons plus en profondeur divers scénarios. Voici le scénario où le patient présente des risques élevés. « Ah non! Je crois que M. Sauveur s'est sauvé de l'unité. » Si suite à la vérification de l'état mental de M. Sauveur, le constat est que celui-ci présentait soit des risques suicidaires, était soit en garde en établissement, ou même qu'il avait moins de 14 ans, l'infirmière Julie déclenche donc un niveau 1 et 2 simultanément en signalant le 5555. Donc des recherches simultanément sur l'unité de soins au niveau 1 et partout dans l'hôpital au niveau 2, et celles-ci sont exécutées par le département de la sécurité. À l'intercom, vous entendrez l'annonce du code jaune. Rapidement, l'infirmière Julie essaie de contacter le cellulaire du patient, son domicile ou certains membres de sa famille. Ensuite, toujours au niveau 2, l'infirmière contacte sa supérieure, le médecin traitant, ainsi que le travailleur social. Si après 20 minutes de recherche, le patient présentant un état mental dangereux pour lui-même ou les autres n'est pas retrouvé, eh bien Fred, l'agent de sécurité, contacte Julie, l'infirmière, pour déclencher le niveau 3 d'intervention. Au niveau 3, le centre d'appel activera ses gens. Au niveau 3, l'infirmière Julie réessaie le domicile du patient, sa famille et contacte aussi le médecin, sa supérieure et le travailleur social. Pendant ce temps, Fred, le chef de sécurité, appelle le 911 pour activer le SPVM, car vous vous rappelez, ce patient était considéré à risque élevé, étant soit suicidaire ou sous garde. Pour entreprendre les recherches au niveau 3, les policiers auront besoin d'informations sur le patient, des informations sur sa description physique, son statut légal et sa situation clinique. À noter qu'au niveau 3, ce sera le coordonnateur des mesures d'urgence qui, dorénavant, fera le suivi avec le corps policier. Voici divers documents à remplir tout au long de l'événement, tels que le formulaire code jaune, qui sera conservé au dossier, tels que le formulaire d'incident, le AH223, ainsi que vos notes d'évolution. Regardons de plus près la situation d'un patient potentiellement à risque. Pour ce type de patient, aussitôt que vous constatez qu'il manque sur l'unité de soins, vous activez le niveau 1, donc des recherches sur l'unité. Le patient n'est toujours pas retrouvé après la fouille de l'unité. Vous activez donc le niveau 2 et Fred et ses collègues de sécurité prennent le relais pendant 45 minutes de recherche. Pour ce patient potentiellement à risque, il est aussi extrêmement important d'essayer de le contacter via son cellulaire, sa famille, son domicile. Et elle avise sa supérieure, le médecin traitant et le travailleur social. À noter qu'elle ne fait pas les recherches en dehors de l'unité. Ce sont les agents de sécurité qui la font. Après 45 minutes de recherche, le patient n'est toujours pas retrouvé. Fred recontacte l'infirmière Julie, laquelle déclenche le niveau 3 d'intervention, c'est-à-dire avec la part des policiers et du SPVM. Pour ce qui est du patient ne présentant pas de risque, nous vous recommandons d'attendre 2 heures suite à la disparition du patient avant d'activer le niveau 1 d'intervention. Voici un résumé pour ce type de patient.
Voici un résumé des situations à risque élevé et potentiellement à risque. Pour mieux connaître les rôles et responsabilités de tous pendant un code jaune et pour revoir en détail l'algorithme sur la procédure du code jaune, rendez-vous sur mon CUSM dans la section des mesures d'urgence ou celle des politiques et procédures. Vous voyez sur les 2 diapos suivantes tous les membres du comité Code jaune. Pour toute information en lien avec le protocole du Code jaune, contactez-moi, Nancy Turner. Merci de votre attention.